Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous voici réunis pour débattre et adopter le premier budget de ce quinquennat, qui est de nouveau un budget de défense, de pouvoir d'achat et de l'emploi. Face à la continuité des crises sanitaires et économiques que notre pays subit maintenant bientôt depuis 3 ans, nous avons l'obligation d'ajuster en permanence le cadre légal pour les surmonter. C'est ce que nous avons fait cet été, avec les mesures pour le pouvoir d'achat, qui ont permis de revaloriser à un niveau historique de 4% les pensions et minima sociaux et d'instituer un bouclier tarifaire sur les produits de première nécessité et l'énergie. Ce qui a permis à la France d'être aujourd'hui le pays d'Europe où l'inflation est la plus faible et de constater malgré tout le dynamisme des recettes fiscales et non fiscales. Nous avons déjà beaucoup parlé dans cet hémicycle de CVAE. Il s'agit d'une taxe relativement récente, créée en 2010, après la suppression de la fameuse taxe professionnelle. Hélas, elle a pour effet pervers de taxer le tissu industriel français et de nuire à la réindustrialisation dont nous avons besoin pour assurer notre souveraineté économique. Avec ce PLF, nous achevons la réforme opérée l'an dernier par la suppression de sa part régionale, en programmant sa disparition d'ici 2 ans. Je comprends le gouvernement dans sa volonté de rendre notre territoire attractif avec une vision à long terme. Je voudrais rassurer les collectivités territoriales quant à la perte de recettes qui en résultera. La solution proposée, avec une fraction de taxe sur la valeur ajoutée, permet, à l'instar de toutes les réformes fiscales locales intervenues depuis 2017, une compensation à l'euro près. Et il me semble que c'est une bonne tendance, si ce n'est qu'il faudra avoir un point de vigilance sur la partie TVA, je dirais, dynamique sur les territoires. On aimerait bien avoir une vision assez claire sur son dispositif. L'État continuera à soutenir les collectivités face à l'augmentation de leurs coûts énergétiques et dans leur démarche de rénovation des bâtiments publics. Nous savons tous que la seule façon de réduire la dépendance énergétique est de diminuer les consommations passives dont les bâtiments sont les premiers acteurs. Cet engagement de sobriété énergétique concernera d'ailleurs l'ensemble de l'économie française à travers le plan dévoilé par la Première ministre vendredi et qui s'inscrit dans la continuité des objectifs de la loi climat déjà déclinés dans le plan de relance et dans plusieurs PLF et PLFR. À ce titre, je voudrais évoquer la nécessité d'opérer une réforme de la fiscalité immobilière sur des critères de performance environnementale et sociale. Nous proposons, avec le groupe démocrate, de créer un statut de l'investisseur immobilier. Il s'agirait, par une fiscalité incitative, aussi bien concernant l'IFI que les revenus fonciers, de récompenser les bailleurs vertueux par opposition aux bailleurs attentistes. La réforme imposerait des critères de performance énergétique, des logements élevés en accord avec la loi climat et la pratique des loyers encadrés par conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat. Nous proposons aussi de taxer les flux des capitaux plutôt que les stocks, via une taxe additionnelle aux plus-values réalisées lors de la vente d'un bien immobilier, dès que celle-ci dépasse 2 fois le prix d'achat, notamment en zone tendue. Cette réforme irait de pair avec la suppression de l'abattement pour durée de détention. Je pense que cette solution pourrait donner des moyens financiers aux collectivités locales pour investir dans le logement social et notamment dans les zones de forte spéculation foncière. Enfin, nous espérons que des amendements de bon sens liés à la petite entreprise, et notamment l'entreprise individuelle, seront entendus. Au premier rang, le relèvement du plafond du taux d'IS qu'évoquait tout à l'heure ma collègue Véronique Louwagie, à 15%. Mais au-delà de ces quelques propositions un peu techniques, nos débats dans cet hémicycle doivent permettre d'avancer sur tous les sujets. Nous sommes tous ici investis de la responsabilité de légiférer. Cela implique de débattre, en conscience, des propositions de réforme qui permettraient d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je pense que la stratégie de blocage que certains sur ces bancs pourraient chercher à avoir et bloquerait et créerait une forme d'embolisation du débat parlementaire et nous obligerait à avoir recours au 49.3 n'est pas la bonne méthode. En ce qui nous concerne, quelle que soit l'issue de nos débats, nous y prendrons part avec l'ouverture d'esprit et le sens de dialogue qui caractérise notre groupe, dans un soutien résolu et constructif au gouvernement, et nous assumerons jusqu'au bout notre rôle de parlementaire démocrate, membre de la majorité. Je vous remercie.